Nous allons maintenant, avec le professeur Geert Goderis, aborder plus spécifiquement la prise en charge des personnes atteintes de diabète type 2. Le professeur Goderis est en contact avec eux presque tous les jours dans le centre de santé multidisciplinaire de Charleroi, où il est médecin généraliste. Il est également professeur à temps partiel à la KU Leuven, où ses recherches portent sur l'approche et la qualité des soins chroniques, et il est aussi maître de conférences à l'ULB. Soins intégrés pour les personnes atteintes de diabète de type 2, le trajet se poursuit, c'est ce dont le professeur Goderis va parler, et c'est aussi avec plaisir que je lui donne la parole. Ok, merci bien. Goeiedag allemaal, bonjour tout le monde, je vais faire ma petite présentation en français. Et donc par rapport aux soins intégrés, nous pouvons dire que nous avons obtenu déjà pas mal d'acquis pour les patients atteints de diabète type 2. Donc la plupart des patients, dès le diagnostic, ont droit à un programme. On commence avec le pré-trajet, puis il y a le trajet de soins, et puis il y a la convention. Et tous ces patients-là, ils ont droit aux médicaments gratuits, à l'éducation en soins diabétiques, à des consultations diététiques et à des consultations podologiques si besoin. Les patients dans les trajets de soins et dans la convention ont également droit au matériel remboursé et il y a des facilités par rapport aux médicaments et le remboursement. Et donc, il y a encore des améliorations à faire. Donc, par exemple, le pré-trajet, il y a des problèmes de mise en œuvre, il y a un problème de limitation des patients. Mais ça, c'est un chantier qui est en train de s'améliorer de toute façon. Et de notre côté, comme médecin généraliste, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on pourrait appeler en anglais « inequity by disease », c'est-à-dire l'inégalité par maladie. Parce que tous les patients atteints de pathologies chroniques n'ont pas les mêmes droits que les patients diabétiques. Et donc, pourquoi pas, par exemple, bien sûr pas à diminuer les droits des patients diabétiques, mais à élargir les droits aux autres patients, par exemple, l'éducation pour d'autres pathologies, par exemple le prédiabète ou les patients obèses. Je pense que ça pourrait même éviter ou prévenir le diabète. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à élargir certaines mesures de prévention à d'autres pathologies chroniques. Par rapport au diabète, est-ce que maintenant on a tous les acquis atteints et est-ce qu'on peut aller en vacances, est-ce qu'on peut prendre congé? Mais donc, bien sûr, le titre l'a déjà dit, non, la réponse est non. Et moi, je vois trois grands chantiers. Ces trois chantiers qui élargissent aussi la discussion sur de nombreuses d'autres discussions, comme par exemple les données, les données qui sont disponibles et qui peuvent être utilisées, l'organisation des soins, le financement des soins, la délégation de tâches, la discussion sur l'infirmier de soins avancés. Donc il y a pas mal de discussions associés à ces trois chantiers, mais je veux me limiter aux trois chantiers même. Et le premier chantier, c'est les soins aux personnes âgées. Le deuxième chantier, c'est l'intégration des services de soins. Et le troisième chantier, c'est la gestion populationnelle. Les soins aux personnes âgées. Donc ici, on parle d'intégrer, parce qu'on parle d'intégration des soins, d'intégrer la maladie de diabète à la personne même. Et il y a plusieurs problèmes associés. Le premier problème, c'est qu'il y a pas mal de, probablement, il y a aussi des études là-dessus, pas mal de personnes âgées qui sont en surtraitement. Et on parle de surtraitement quand on définit l'hémoglobine glyquée trop bas par rapport au traitement, et c'est un traitement qui peut provoquer des hypoglycémies, notamment l'insuline et le sulfonylurée. Et donc, c'est associé à une surmortalité. Il y a une étude belge qui a été publiée il y a quelques années qui montre ça. Deuxième problème associé, les patients diabétiques, ils doivent faire un régime pour éviter le diabète ou pour éviter les complications du diabète. Mais chez les personnes âgées, ça peut être associé à une dénutrition. Et donc, il faut faire attention à la dénutrition. Et puis, il faut voir la personne dans son ensemble. Il y a pas mal de patients
âgées ont une multimorbidité, et donc il faut adapter le traitement du diabète à la personne même, au problème multimorbide. Et finalement, souvent, le problème n'est plus un problème de maladie, mais un problème social, un problème de perte d'autonomie et de fonctionnalité. Et je pense qu'on ne prend pas assez d'attention à ce problème social-là. Et donc, je pense que les patients atteints de diabète type 2 qui sont âgés, ils méritent une attention rapprochée. Deuxième chantier, il faut mieux intégrer les soins. Et donc la situation actuelle, c'est que les patients diabétiques sont en contact avec plusieurs professionnels, le médecin traitant, l'endocrinologue, le pharmacien, le diététicien, l'éducateur, etc. Mais leur trajet est toujours un peu chaotique entre des disciplines qui travaillent toujours en silo, hein, en silo aussi. Il n'y a pas assez de communication. Et donc, depuis quelques années, il y a un concept qui s'appelle le patient partenaire, qui veut que les professionnels de santé ils travaillent autour du patient et avec le patient en équipe. Et là, bien sûr, on parle d'organisation de soins, de financement de soins, mais aussi, je pense qu'il y a plusieurs pistes qui sont possibles par rapport aux nouvelles technologies. Et le dossier partagé, le dossier médical partagé est une condition minimale, mais il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, des consultations hybrides. Le patient va chez un professionnel, l'endocrinologue à l'hôpital ou le médecin traitant, et le deuxième professionnel ou le troisième professionnel, il s'ajoute par vidéoconférence. Encore une possibilité, c'est d'arriver à des plateformes de communication, genre WhatsApp, conformes à RGDP, mais de toute façon, des plateformes de communication qui sont beaucoup plus performantes que les plateformes qu'on a maintenant, qui sont assez amateuristes. Et puis le troisième chantier, et pour moi le plus important, hein, c'est la gestion populationnelle. Et donc une gestion populationnelle, c'est une approche de groupe. L'approche de groupe qui est complémentaire à l'approche individuelle qu'on a maintenant. Et bien sûr, ça demande quelques conditions préalables, comme l'utilisation des données, et donc la disponibilité des données informatisées. Et ça demande aussi une organisation de soins qui est conforme au RGDP. La gestion populationnelle, ça comporte trois étapes. La première étape, c'est la démarcation du groupe. Et les patients atteints de diabète type 2, c'est une possibilité, mais il y a d'autres possibilités. Hein. Les personnes âgées. Donc, la gestion populationnelle peut être appliquée à n'importe quelle condition chronique, aussi en prévention. Mais ici, on parle du diabète, et donc on peut définir les critères d'inclusion et les critères d'exclusion. Par exemple, on pourrait dire on va exclure les patients atteints de diabète type 1, hein, par exemple, ou les prédiabètes. Ça, c'est la première étape, la démarcation du groupe, et pour ça, bien sûr, on a besoin de données. Deuxième étape, c'est la stratification et l'évaluation de la qualité. Donc, c'est l'analyse du groupe. Et l'analyse du groupe, ce n'est pas que l'analyse de la qualité des soins. La qualité des soins qui comporte les indicateurs outcome, comme on dit, le taux d'hémoglobine glyquée, le taux de LDL, on a vu le dashboard préalable. Il y a aussi des indicateurs de processus qui sont importants pour évaluer la qualité des soins. Mais l'analyse comporte un deuxième aspect, et c'est la stratification du groupe de patients. Et là, ici, j'ai montré une méthode ou une manière de faire une stratification, c'est celle qui est basée sur le Kaiser Permanente. Donc, le Kaiser Permanente est une grande organisation en Amérique, et eux, ils ont mis un système pour classifier les patients, pas en tant que dans le concept des maladies, mais dans le concept fonctionnel et dans le concept des risques. Et il y a 4 groupes. Hein. Le niveau 0, c'est la population en général. Niveau 1, c'est les patients atteints de maladies chroniques qui sont à faible risque. Par exemple, les patients obèses ou les patients atteints d'hypertension artérielle contrôlés pouvaient se mettre là. Niveau 2, là, c'est tous les patients diabétiques au moins qui sont là-dedans. C'est les patients à haut risque de complications. Et les complications, on les a vues. Et puis le niveau 3, c'est les patients qui sont complexes, qui sont difficiles à traiter, qui sont déjà dans le groupe de complications, multimorbides. Et donc, c'est entre autres les patients âgés dont j'ai parlé il y a quelques minutes.
Et bien sûr, cette stratification est importante pour l'approche. Un patient qui vient d'être diagnostiqué hier ou avant-hier, il a besoin d'une toute autre approche qu'un patient atteint de diabète depuis 20-30 ans avec une insuffisance rénale chronique, qui a fumé, qui a une BPCO. Et donc, c'est deux approches complètement différentes. Donc, un patient diabétique n'est pas un autre. Ils ont besoin d'une approche individualisée et cette stratification est un moyen pour le faire. Et puis, troisième étape, c'est l'intervention. Et pour moi, une approche populationnelle n'est pas de la santé publique, ça va plus loin. Et donc, cette troisième étape est extrêmement importante. Et ça veut dire quoi? On va contacter le patient de façon proactive. Donc, le médecin et son équipe vont contacter le patient et on va lui faire des propositions ciblées et individuelles. Et pour faire cela, parce qu'il faut être conforme au RGDP, il faut que les trois niveaux collaborent ensemble. Le niveau macro qui est au niveau de l'État, le niveau méso qui est au niveau d'une région et le niveau micro qui est au niveau des prestataires de santé. Et donc, par exemple, au niveau méso, au niveau d'une région, on peut faire l'évaluation du groupe de patients diabétiques et on peut donner des outils aux prestataires de soins pour contacter leurs patients qui sont à risque. Et donc, il faut vraiment faire une collaboration entre le niveau régional et le niveau des prestataires de soins. Voilà. Je suis un peu en retard, mais pas beaucoup. Merci bien.